Bienvenue dans le podcast Une brique après l'autre, le premier podcast qui vous fait découvrir les coulisses de l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Elodie Sorgelos, je suis investisseuse, coach immobilier certifié et fondatrice de Real Estate in Belgium. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous permettre à votre tour de devenir un investisseur immobilier rentable et surtout de générer du cash flow positif chaque mois. Si votre but est de mettre l'immobilier au service de votre vie, abonnez-vous directement pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une invitée très spéciale que vous connaissez d'ailleurs déjà, car c'est un des piliers phares de Real Estate in Belgium. J'ai nommé votre coach immobilier, Louise Maton. Vous la voyez souvent sur les stories de notre compte Instagram ainsi que sur la chaîne YouTube au travers des études de cas des personnes qu'elle accompagne notamment au sein de Real Estate in Belgium, mais au final, vous ne connaissez peut-être pas vraiment son parcours. Louise s'est donné les moyens d'être là où elle est aujourd'hui. C'est une battante et une persévérante. Elle n'a pas hésité à retrousser ses manches et surtout, c'est un exemple pour bon nombre d'entre nous, car elle nous démontre que lorsque l'on fait preuve de patience, de stratégie et de résilience, quand on veut, on peut. Sans plus tarder, je passe le micro à mon invitée pour qu'elle puisse vous dévoiler l'envers du décor de son parcours. Mais avant tout ça, Louise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et est-ce que du coup, tu peux te présenter et nous expliquer comment est-ce que tu es arrivée à faire de l'immobilier ? Est-ce que tu es tombée dans la marmite quand tu étais petite ? Donc effectivement, en gros, on peut dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Bon alors, il faut savoir que j'ai une famille qui a beaucoup investi dans l'immobilier, que ce soit ma maman, mon papa, mon grand-père. Il y a toujours eu des histoires de locataires, en fait, des histoires de lots de garage, des histoires de syndics. J'ai toujours entendu à un moment donné, des histoires qui tournaient autour de l'immobilier. Et donc, je pense que forcément, au fur et à mesure, ça a été quelque chose qui était intégré en moi. C'est-à-dire que quand on partait en vacances avec mes parents, si on passait devant une agence immobilière avec ma maman, on regardait toujours les annonces au niveau des agences immobilières et je remarque que encore à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je fais. Je n'hésite pas à traverser un trottoir pour aller voir les annonces, pour connaître un petit peu les prix dans le coin, pour voir comment ça se passe, à combien ça peut se louer. Et donc c'est vrai que c'est une habitude en tout cas que j'ai pris depuis toute petite et qui ne s'est jamais arrêtée. Et du coup, l'immobilier, ça vient surtout de mon grand-père parce qu'il disait souvent pour s'enrichir, il fallait avoir le courage de s'endetter. Et du coup, je pense que c'est le meilleur conseil qu'il a pu donner, et en tout cas le meilleur conseil que j'ai pu intégrer. Et ça cache beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que lui, derrière ça, il a construit un petit immeuble de 8 appartements à l'époque, dans les années 90. C'était quand même un peu fou. Et j'ai vu cet immeuble se construire, je devais avoir 8 ans. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et je pense que du coup, ça fait partie de mon ADN. C'est vraiment clairement une histoire de famille. Donc j'aime bien quand tu me dis t'es tombée dedans quand t'étais petite, parce que c'est clair que c'est vraiment le cas. Alors, à côté de ça, du fait que ma famille a toujours évolué dans l'immobilier, je suis aussi fan de voyages sac à dos, et donc ça c'est aussi une autre facette de ma personnalité qui me représente, c'est-à-dire que je voyage un petit peu partout dans le monde depuis plus d'une dizaine d'années. Il faut savoir que les voyages ça coûte quand même relativement cher, alors même si je voyage en sac à dos et que j'essaye d'avoir des bons plans en permanence, j'essaie toujours d'avoir les vols les moins chers, j'essaie de loger dans des logements qui sont les moins chers, qui sont pas forcément les plus beaux, d'ailleurs même rarement les plus beaux, mais finalement c'est le fait d'être sur place qui m'anime. Et je me suis aperçue en fait que j'ai rencontré quelqu'un qui aimait bien aussi les voyages, et donc on a fait de plus en plus de voyages, et on s'est dit à un moment donné, pour pouvoir continuer à voyager après avoir fondé une famille, qu'est-ce qu'on ferait bien ? Et c'est là aussi que l'immobilier est rentré dans le jeu, c'est-à-dire que moi j'ai d'abord acheté une première maison toute seule, dans le but d'avoir un complément de revenu, donc c'est venu un petit peu naturellement comme ça, et puis j'ai vu que c'était tellement facile, entre guillemets, que je me suis dit, ça va vraiment pouvoir être au service de ma vie, pour pouvoir continuer à voyager avec un enfant plus tard. Et ça a vraiment été l'objectif, le déclencheur de départ, en se disant, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils deviennent parents, ne savent plus voyager, parce que ça coûte cher, et c'est clair que ça coûte cher, mais moi je voulais vraiment mettre les choses en place pour que, malgré le salaire qu'on peut avoir chez monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas tous la possibilité de pouvoir encore voyager, et utiliser l'immobilier pour ça, en tout cas, était vraiment un objectif. Et donc c'est vraiment l'amour du voyage et l'amour de l'immobilier qui m'ont poussé à aller de plus en plus loin pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et au moment où j'ai créé, ma propre famille, parce que maintenant je suis maman aussi d'un petit garçon qui a maintenant 3 ans et demi et qui du coup me représente aussi, j'arrive à faire de toutes ces facettes un super projet familial et qui continue de nous porter tous les jours. Et ce qui est beau derrière ça, c'est que finalement j'ai aussi su en faire mon métier, quoi.
Merci Louise, en tout cas, je pense qu'on peut tous dire que c'est une très belle entrée en matière et que du coup ça annonce bien la couleur du podcast. Et puis ça annonce surtout ce qu'on véhicule sans arrêt au travers de Real Estate in Belgium, c'est comment est-ce que grâce à l'immobilier, on peut mettre l'immobilier au service de sa vie. Et c'est clairement toi ce que tu as fait et qui t'a donné envie de te lancer, notamment pour cette valeur voyage qui est importante pour toi. Est-ce que du coup maintenant on peut rentrer un petit peu plus dans le détail de tes opérations? Comment est-ce que tu as construit / développé ton parc et tu as commencé par quoi? Alors, tu nous l'as déjà un tout petit peu dévoilé en introduction, mais est-ce que tu peux nous parler de ton premier investissement? Oui, alors mon premier investissement, je l'ai fait en 2014, c'est-à-dire que là, j'étais un petit peu poussée par ma famille, en fait, derrière, qui me disait, il faut que tu achètes un bien, il faut que tu achètes un bien. Et voilà, en 2014, je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui, ni les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et puis je me suis dit, ok, je vais acheter un bien. Donc j'ai commencé à visiter, et en fait, je n'ai fait que 2 visites. Et au départ, il faut savoir qu'en 2014, YouTube, les livres, tout ça sur l'immobilier, il n'y en avait pas. Et donc j'ai fait ce qu'on m'a dit. Donc j'ai acheté une petite maison à Mons qui me plaisait bien, qui n'avait pas de jardin. Moi, je trouvais pas que c'était un problème et où il y avait un tout petit rafraîchissement à faire. Là, les personnes qui m'ont aidé m'ont dit faut pas mettre trop cher, tu vas voir, les locataires, ça abîme, blablabla. Je dis oui, ok, écoutez, on va faire des travaux moins chers. Ouais, donc j'ai vraiment fait des travaux moins chers, c'est-à-dire que j'ai même été acheter du carrelage pour la salle de bain en deuxième main. J'ai essayé de tirer un petit peu sur tout ce qui pouvait être en promotion. Et puis une fois que la rénovation était finie, c'était correct. Mais disons que c'était sans plus, quoi. Disons que c'était propre, c'était peint, l'électricité était aux normes, il y avait une salle de bain qui était toute neuve, mais qui était loin d'être design, mais elle était neuve, quoi. Donc, la maison, elle s'est très vite louée. Par contre, là où j'ai été un peu surprise, c'est que à chaque fois que les gens venaient visiter, les personnes que moi j'aurais bien voulu qu'elles rentrent dans le bien, c'était pas forcément ces personnes-là qui me disaient non, finalement on a trouvé ailleurs, etc. Et donc là en fait je me suis quand même posé des questions en me disant tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi les personnes comme moi j'aurais envie qu'elles louent mon bien ne sont pas attirées par ce bien-là. Et en fait j'ai compris qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que la maison, j'avais rénové de manière un peu low cost, et donc qu'est-ce qu'il arrive quand on fait ça? C'est que du coup on attire des locataires low cost. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis tournée vers des locataires qui avaient un petit peu moins les moyens, mais qui finalement étaient des gens très corrects, et je leur ai précisé que je voulais absolument avoir des garants derrière, et du coup ça s'est très bien passé. Donc ça m'a rassurée, j'avais des garants avec de belles situations qui étaient derrière. C'était une bonne pioche parce que finalement ces locataires ils sont rentrés en 2014, on est aujourd'hui en 2022 et ils n'ont pas bougé. Et donc ça s'est avéré être une bonne affaire parce que c'est aujourd'hui dans tout mon patrimoine immobilier, ce sont les locataires que j'entends le moins, et a priori ce sont des gens qui resteront potentiellement à vie dans le bien. Donc finalement, ça a été une inquiétude au départ, maintenant ça ne l'est plus. C'est vrai que ça m'a beaucoup rassuré d'avoir des garants au départ, et puis après les garants ont souhaité partir au bout de plusieurs années, ce que je peux comprendre aussi parce qu'ils voulaient aider d'autres personnes, mais malgré tout, eux ils sont restés, et vraiment j'ai aucun souci avec ce type de locataire. Et je sais que parfois ça peut effrayer aussi certaines personnes de prendre des locataires qui ont peut-être un peu moins de revenus, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très corrects et qui ont moins de moyens, et tout comme il y a des gens qui sont aisés et qui ne finiront par ne pas payer de loyer, qui abîmeront les biens. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut tout simplement savoir. Et donc en gros, si je vais tirer un apprentissage de mon premier investissement, c'est que il faut vraiment penser à l'effet coup de cœur dans votre rénovation. C'est que si vous voulez vraiment attirer des locataires relativement aisés, des locataires avec lesquels vous n'avez pas envie d'avoir d'ennui, finalement, il faut penser à l'effet coup de cœur. Il faut faire quelque chose de propre, de correct, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous auriez envie de vivre. Super, déjà merci pour ce partage concernant ton premier investissement. On le sait, tu ne t'es pas arrêté là, tu ne t'es pas arrêté en si bon chemin, tu as continué. Qu'est-ce que tu as fait comme autre projet? Avec quoi tu as enchaîné? Quels sont un petit peu tes retours d'expérience? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça plus en détail? Alors oui, bien sûr. Alors il faut savoir que je me suis pas remise en selle tout de suite. J'ai attendu un petit peu que déjà les travaux soient finis, que ce soit mis en location. Et puis très vite, comme j'avais investi seul la première fois, j'ai décidé ensuite d'emmener la personne avec qui je partage ma vie dans l'investissement immobilier. Et donc là, on a commencé à faire des recherches, tout simplement. Puis je m'étais dit, tiens, là, on a quand même un peu plus de moyens. Qu'est-ce qu'on ferait bien? On ferait bien un immeuble de rapport, parce que les immeubles de rapport, on sait que c'est plus rentable. Il y en avait quand même pas mal sur le marché. On avait le budget, donc ça aurait été dommage de s'en priver. Et donc là, on trouve un tip-top immeuble de rapport à Mons, dans une rue qui était relativement sympa. On fait une négociation sur le bien qui dure 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Enfin, vraiment, le gars, on le lâche pas, on aime vraiment bien l'immeuble. Et puis, un jour, il nous appelle, il finit par accepter. Et donc là, vraiment, on est tout content. Donc, on va chez le notaire, on signe le compromis, et puis on laisse quand même le fait qu'il y a la clause sur les infractions urbanistiques. Et puis,
On est tout content, on rentre chez nous, et puis le notaire nous appelle en fait 2 jours après en nous disant tiens, c'est quand même bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une infraction sur le bien. Je dis bon, une infraction sur le bien, mais le vendeur nous a dit qu'il n'y avait pas d'infraction sur le bien, donc je comprends pas trop avec quoi vous venez. Et donc il me suggère en fait de faire des vérifications moi-même auprès de l'urbanisme. Là, première nouvelle, on peut téléphoner à l'urbanisme. À l'époque, il fallait même se rendre à l'urbanisme pour savoir un petit peu de quoi il en retournait. Donc voilà, j'ai été prendre rendez-vous à l'urbanisme. J'ai été jusque-là et puis j'ai rencontré une des personnes sur place qui m'a expliqué qu'en fait ce bien effectivement était en infraction urbanistique et que maintenant qu'ils avaient repéré qu'il était en cours de vente, qu'ils interdiraient la vente en tant qu'un immeuble de rapport et qu'ils le repasseraient en maison unifamiliale. Il faut savoir que c'est un bien en fait qui était dans le viseur de la ville de Mons depuis plusieurs années et que le propriétaire était censé régulariser et qui ne régularisait pas. Du coup, ils étaient vraiment très fâchés d'apprendre que le bien était en vente, qu'en plus de ça, ils voulaient le vendre en immeuble de rapport et qu'il était hors de question que ça se passe comme ça. Et donc là, évidemment, moi j'ai vraiment pris peur en me disant mais j'ai un compromis qui est signé, qu'est-ce que je vais faire? Je venais de mettre un apport de 10 000 € au niveau du notaire. Je me suis dit mais peut-être que je vais jamais revoir cet argent. En plus de ça, j'ai emmené la personne avec laquelle j'investis dans le deal. Je suis super inquiète quoi. Donc là, voilà, je rentre à la maison, j'explique un petit peu tout ça. Bon, on prend un peu peur, on explique. Là du coup, on repart vers le notaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, le notaire nous explique mais il y a pas de souci. À partir du moment où il y a la clause pour des infractions urbanistiques, la vente va se casser. Et voilà, il y aura pas de souci quoi. Je dis ok, c'est dommage, mais bon, voilà, du coup on va casser la vente quoi. Et donc là, on a bien cassé la vente, tout s'est bien passé, on a récupéré nos billes, donc ça c'est ce qui nous inquiétait finalement le plus. Mais il faut savoir que après ce bien, ça m'a méchamment refroidi quoi. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai plus ouvert Imoeb, je voulais plus voir un bien, j'étais dégoûtée de l'investissement immobilier. Je me suis dit mais enfin, c'est quand même un truc de fou, tout le monde ment. Ce qui est marrant, c'est que quand j'y repense maintenant, à l'époque, j'étais pas du tout outillée pour acheter ce genre de bien. Maintenant, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est un bien que j'aurais très bien pu acheter. Mais je pense qu'avec les connaissances que je n'avais pas à l'époque, j'aurais vraiment fait beaucoup d'erreurs. À l'époque, pour un petit immeuble de rapport de 3 entités, alors c'était des petits apparts une chambre, l'immeuble de rapport il n'était pas très très grand, j'avais été revisiter avec un ami qui m'avait budgétisé 50 000 € de travaux. Maintenant avec du recul je me dis si j'avais demandé 50 000 € de travaux à la banque je me serais bien plantée quoi. Et donc finalement heureusement qu'à ce moment-là je n'ai pas été plus loin avec ce bien parce que je l'aurais certainement pas rénové comme il faut en respectant les normes pompiers Nico-Niquès. En plus de ça je me suis retrouvée avec une maison familiale, j'aurais eu tout un tas de problèmes avec cet immeuble et donc heureusement que je suis sortie de la vente. Mais j'avoue que maintenant que j'y pense, avec les connaissances que j'ai, si je devais retomber exactement sur le même, je le rachète évidemment. Mais bon, à l'époque il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Real Estate Belgium pour pouvoir aider les gens et on pouvait évidemment faire beaucoup d'erreurs sans se rendre compte en fait. Donc, Mais ton histoire nous montre justement que on le répète constamment, mais c'est super important quand on fait une offre, de bien faire une offre bien sécurisée, parce que pour le même coup, il n'y a pas cette clause sur l'infraction urbanistique, c'est tout de suite plus difficile de sortir et la suite du parcours ne se passera pas comme elle a été. Donc ton exemple nous montre encore une fois l'importance de bien faire les choses quoi. Ouais, c'est clair. C'est sûr que, si je devais résumer ce deuxième achat avorté en quelques mots, c'est qu'il faut vraiment toujours vérifier les informations urbanistiques. Et les informations urbanistiques, il faut non seulement aller à l'urbanisme, mais il faut aussi aller au service logement. Et il faut savoir qu'ils ne communiquent pas forcément entre eux. Donc l'urbanisme a parfois des infos dont ils sont au courant, mais parfois c'est le service logement quand il s'agit des petits logements en dessous de 28 mètres carrés, parce qu'ici il y en avait un qui était dans le cas, qui avait les infos. Et en fait, entre les deux, pour eux, il n'y avait pas de problème, quoi. Et donc, c'est ça qui est assez traite, il faut toujours recouper les informations, il faut toujours les vérifier plutôt 2 fois qu'une, et parfois même aller poser la question dans plusieurs bureaux pour être sûr que le discours est le même, quoi. Et alors aussi, deuxième astuce qui est vraiment importante, c'est toujours de vérifier et de refaire visiter avec un entrepreneur en cas de doute pour éviter les surprises dans le budget, parce que là, clairement, moi, j'avais budgétisé avec un copain 50 000 €. Enfin, voilà, je pense sans être trop déconnante à l'époque que j'aurais au moins eu besoin de 100 000 € pour terminer cet immeuble. Et ça aurait été une catastrophe si finalement j'étais devenue propriétaire de ce bien-là. Bon, du coup, il faut savoir qu'après ce bien, j'ai quand même fait une belle pause de 6 mois. J'ai plus pu regarder une seule annonce Imoeb, j'étais dégoûtée. Voilà, vraiment grosse remise en question. Et là, j'ai commencé à essayer de trouver des infos pour voir un petit peu comment est-ce que je pouvais me former, comment est-ce que je pouvais avoir les infos, comment est-ce que je pouvais faire pour ne plus faire d'erreurs. Alors à l'époque, au niveau de YouTube, il n'y avait toujours pas grand-chose, à part Yann Darwin, je pense. De fil en aiguille, en fait, les infos que j'ai trouvées, c'était surtout à l'urbanisme. Donc là, j'ai passé beaucoup d'heures dans les bureaux de l'urbanisme à essayer de comprendre comment
comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on divisait un immeuble, à quoi il fallait faire attention. Puis après, j'étais au service logement pour poser aussi des questions et je prenais énormément de notes en me disant, maintenant, avec tout ce que je sais, je vais pouvoir me positionner sur un autre immeuble de rapport sans faire d'erreur. Et là, en fait, je me suis rendu compte que les immeubles de rapport qui sont en infraction, il y en a plein, en fait. C'est 90% du marché qui sont en infraction et les gens s'en rendent même pas compte. Allez, mine de rien, à chaque étape, on apprend tout le temps. Et donc, quand je me suis sentie un petit peu mieux dans ma recherche, on est tout simplement parti à la chasse d'un autre immeuble de rapport. Et donc, on a trouvé un petit immeuble de rapport qui était en vente depuis plus de 6 mois, qui avait d'abord été affiché à 250 000, puis après qui était descendu à 230, puis 210. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, cet immeuble, il est près de chez moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se vend pas? Et je dis, bon, on va aller voir, et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, en visitant, j'ai compris pourquoi l'immeuble était pas très cher et qu'il avait dévalué. C'était un immeuble qui était adossé à une rivière, en fait. Et donc, c'est clair que ça peut faire peur. Alors, je sais pas si c'est un coup de folie ou une méconnaissance ou le fait que de temps en temps, j'aime bien avoir de l'adrénaline, mais je me suis dit, l'immeuble, il est encore affiché à 210, faisons une offre à 180 et voyons si ça passe. Et donc là, le propriétaire n'a pas voulu, puis on a un petit peu les yeux doux, on a négocié un peu plus, puis finalement, on l'a eu à 185. Alors un immeuble de rapport de 3 entités, dont 2 appartements, 2 chambres et un studio pour 185 000, c'était en 2018, je pense. C'est vraiment très très bas. Et en fait, le seul défaut de cet immeuble, c'est qu'il est près d'une rivière. Il faut savoir que quand c'est construit près d'une rivière, il y a tout un tas de trucs qui sont prévus pour ça, c'est-à-dire que dans les fondations de l'immeuble, il est prévu que l'eau puisse monter en fait dans les caves et redescendre. Et il n'y a pas vraiment de problèmes qui peuvent en découler. Alors à l'époque, ça nous a pas vraiment fait peur. Après, on a eu un peu peur, et puis après, je veux dire, on a commencé à connaître l'immeuble, et finalement, c'était plus un souci, et puis maintenant, ça fait des années qu'on a cet immeuble, et on se rend compte que la rivière n'est absolument pas un souci, c'est juste que quand il pleut beaucoup et que l'eau monte, il y a 20 cm d'eau dans les caves. Mais les caves sont en terre battue, et donc en fait, c'est tout à fait prévu pour ça, et l'immeuble a été construit comme ça, quoi. Donc, ce qui était bien aussi avec cet immeuble, c'est qu'il avait été complètement rénové et transformé en immeuble de rapport 10 ans auparavant, donc c'était un immeuble où il n'y avait pas grand-chose à faire, il était encore relativement en bon état, tout était loué, et tous les locataires payés. Donc ça, c'était quand même un bon point. Donc on n'a pas vraiment eu de problème avec les locataires quand on a acheté. Quand on est devenu propriétaire de cet immeuble, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une fuite dans la toiture à l'arrière du bâtiment. Il faut savoir que nous, quand on a visité l'immeuble, l'agent immobilier nous avait expliqué qu'il y avait une toute nouvelle toiture. Et c'est vrai que quand on regarde l'immeuble de face, en fait, la toiture est complètement neuve. Sauf que ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'il y avait une toiture à l'arrière qui n'était pas neuve du tout, mais que malheureusement, nous, quand on a visité, elle était complètement invisible. Et comme on était resté sur le fait que la toiture était neuve, on s'était dit, s'il a rénové celle de devant, il avait rénové celle de derrière. On s'est rendu compte effectivement que quelques semaines après, le locataire avait l'air de dire qu'il pleuvait dans son salon. Effectivement, on a été voir, il y avait une fuite, et donc là, c'est quand on a fait venir quelques entrepreneurs vérifier le problème, qu'on s'est rendu compte que la toiture, c'est une vieille toiture en amiante, qu'il fallait la réparer, et le problème, c'est que le prix pour les réparations allait coûter quand même autour des 5 000 €, et qu'en réfléchissant, on s'est dit, on va mettre 5 000 € de réparation dans une toiture, alors qu'une nouvelle toiture va nous coûter entre 10 et 12 000. On n'a pas réfléchi longtemps. Justement, on était en train d'envisager l'achat suivant. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité de l'achat d'un autre bâtiment pour pouvoir faire une reprise en cours sur le premier bâtiment qu'on venait d'acheter, pour pouvoir avoir un crédit en 25 ans sur la toiture qu'on allait devoir financer. Ça s'est quand même relativement bien calé, parce que si on n'avait pas acheté un bâtiment ensuite, on n'aurait pas eu un crédit en 25 ans et on aurait dû financer une toiture de 12 000 € sur 10 ans, ce qui aurait été là un sérieux problème. Et donc, la morale de cette histoire, encore une fois, c'est que ne vous fiez pas à ce que vous disent les agents, parce qu'ils essayent de vous vendre un truc. Nous, au départ, j'avais juste acheté un seul bien, j'avais l'expérience d'un seul bien. Là, j'avais déjà essayé d'être plus attentive à certains points. La toiture, elle était invisible, sauf celle qu'on voyait sur la rue. Pour moi, tout était clean et j'ai vraiment cru l'agent immobilier sur parole. Et donc là, j'ai fait un gros apprentissage par rapport à ça, c'est que il faut toujours tout vérifier par soi-même. Si j'ai un conseil à donner, vérifiez tout plutôt 2 fois qu'une pour éviter les surprises, parce que là, en l'occurrence, heureusement que l'immeuble, on l'a pas eu cher, parce que l'année qui a suivi, on a déjà dû débourser plus de 10 000 € pour remplacer cette toiture et refaire un crédit là-dessus. Et ça, il faut bien se dire que ça fait partie des aléas de l'immobilier, c'est que l'immobilier, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes surprises, il y a beaucoup d'argent à se faire, mais de temps en temps, il va y avoir des gros problèmes à gérer et il faut être prêt à pouvoir débourser ce qu'il faut pour pouvoir entretenir ces bâtiments, tout simplement. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, et une fois qu'on est à l'aise avec ça, tout va bien. Je veux dire, aujourd'hui, je dors bien la nuit. Du coup, comme on a vécu une belle aventure avec l'immeuble de rapport, on s'est dit, est-ce qu'on rachèterait pas encore quelque chose ensemble? Et puis là, on a commencé de nouveau à visiter des biens à Mons.
Et là, de fil en aiguille, on a rencontré un agent immobilier avec lequel on s'est bien entendu, qui, en fin de visite, nous a proposé une maison collective qui était en ordre de permis locatif du côté de, dans la région de Couëmes. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, Couëmes, c'est juste à côté de Mons, en plus, tout est en ordre. Là, maintenant, avec les apprentissages que j'avais fait avec les autres investissements, permis locatif, urbanisme, ce sont des données que j'avais bien intégrées. Et donc, du coup, c'est un bien qui n'était pas encore sur le marché. Et donc, on a été le visiter et directement, on a dit que le bien nous intéressait, qu'on allait faire une offre dessus. Et donc, ça a vraiment passé relativement vite. Là, de nouveau, j'ai aussi appris des choses, c'est-à-dire que là, on a rencontré le propriétaire, et le propriétaire nous a dit que tous les locataires qui étaient en place payaient depuis longtemps, qu'ils payaient souvent main à main, c'était encore un gars un peu à l'ancienne, mais comme il avait l'air très gentil, on lui a dit « Ah ok, d'accord, ça va, super », donc on s'accorde sur un prix, la vente se passe relativement bien, tout est clean. Une fois qu'on devient propriétaire, là, on se rend compte que finalement, ça c'était pas vraiment comme ça qu'il nous l'avait vendu, et qu'il fallait remettre un petit peu d'ordre au niveau des locataires, donc on a appris qu'il y avait quand même 2 locataires sur les 4 qui payaient pas souvent, ou en tout cas de temps en temps. Il y en a un qui du coup, à force de persuasion, a fini par payer, puis après il est parti de lui-même, donc ça a été cool. Et puis il y en a un autre qui avait des problèmes de paiement avec l'ancien propriétaire, mais une fois qu'on est arrivé nous, il a repris ses paiements en fait comme si de rien n'était, donc ça a été relativement correct. Donc on voit aussi que c'est clair que là de nouveau on a fait une bonne affaire, mais il y a eu des problèmes à régler, quoi. On ne sait pas toujours tout ce qu'on achète, et on le découvre en général une fois qu'on a les clés, mais de nouveau ça fait partie de l'investissement immobilier, il y a des points d'interrogation qu'on va découvrir une fois qu'on aura les clés, et il faut faire avec, quoi. C'est toujours comme ça que ça marche. Ensuite, le dernier investissement que j'ai fait, là ici je l'ai fait seul. Donc ça c'est la coloc sur Mons. Donc vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube, il y a l'étude de cas qui a été publiée. Donc là c'est ma première grosse rénovation. Il faut savoir que jusque là, on avait acheté des biens qui étaient soit quasi rénovés ou en tout cas relativement propres pour pouvoir continuer à habiter dedans. Et on s'était toujours dit, tiens, quand il y a un locataire qui part, on rénove autour de rotation. Ce qui sur le fond paraît être une bonne idée. Alors maintenant, j'aurais peut-être un autre discours par rapport à ça, parce que du coup, il y a toujours des petites choses qui tombent en panne, et en termes de gestion locative, c'est quand même beaucoup plus compliqué à gérer. Et donc là, je m'étais dit, ok, là, pour le prochain bien, qui était cette coloc sur Mons, je vais partir sur une grosse rénovation, au moins je serai tranquille, et ce sera beaucoup plus simple à gérer. Alors il faut savoir que dans cette coloc, j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai fait tout ce qui était détapissage, j'ai fait une partie du démontage. Je voulais vraiment économiser un max d'argent pour pouvoir optimiser le cash flow, tout simplement. Alors il faut savoir que Mons, c'est une ville qui est quand même très concurrentielle, et donc je voulais absolument trouver un bien qui soit hyper bien situé, proche des écoles, pour pouvoir faire cette coloc. Et j'ai mis plus de 6 mois à le trouver, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait une dizaine d'offres, j'ai énormément visité. À chaque fois qu'il y avait un bien qui sortait, je visitais, je faisais des offres. À chaque fois, elles étaient refusées. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui mettait 2, 3, 4, 5 000 au plus que moi. Et en fait, j'ai fini par comprendre que c'était moi le problème. C'est-à-dire que moi, je veux toujours tout pour rien. C'est pas compliqué, je veux toujours faire une bonne affaire. Et donc, je faisais vraiment des offres qui étaient en dessous du prix du marché. Alors, je dis pas, de temps en temps, ça fonctionne. Mais quand on est dans des zones qui sont très très bien situées, quand le secteur est concurrentiel, je me suis rendu compte que ça va à rien de vouloir négocier des maisons à des prix qui étaient déjà corrects. Parce que non seulement j'ai perdu du temps, je me suis probablement frité avec certains agents immobiliers parce que je les ai vexés en faisant des offres qui étaient un petit peu dérisoires. Et le temps, finalement, c'est de l'argent. Et du coup, quand j'ai décidé de changer de stratégie, je me suis dit, ok, le prochain bien qui sort et qui me semble être un prix intéressant, directement, je vais l'attaquer autrement. Et effectivement, il y a un bien comme ça qui est sorti. Donc, il est sorti, je me souviens, un jeudi. Et je l'ai visité le jour même. J'ai fait mon offre tout de suite, 10 000 au-dessus du prix qui était affiché. Et ça s'est déroulé super bien, c'est-à-dire que le lendemain soir, j'avais déjà un appel du notaire qui me disait que mon offre avait été acceptée et que le bien était pour moi. Tout ça pour dire que parfois, à un moment donné, il faut avoir conscience qu'en immobilier, on n'est pas à 5 ou 10 000 euros. Il y a vraiment des biens que j'ai perdus dans cette rue-là pour 5 000 euros. Et quand je repasse devant ces biens, je me dis c'est complètement idiot parce qu'en immobilier, les 5 000 euros, on va vite les récupérer, que ce soit en quelques mois de loyer, que ce soit avec la plus-value, que ce soit avec le temps qui passe tout simplement. Il ne faut pas être à 5 000 euros. Et j'entends parfois dans les gens qu'on accompagne, oui mais il est 5 000 euros trop cher, oui mais c'est 10 000 euros trop cher, oui mais ça fait combien de temps que tu cherches? Tous les mois et toutes les années où vous cherchez le bien parfait, idéal, au prix que vous le souhaitez, c'est tout de l'argent que finalement vous finissez par perdre parce qu'il n'y a rien qui rentre sur votre compte en banque, quoi. Et ça, je l'ai appris finalement sur cet achat de coloc. Alors du coup, ce que je voulais aussi partager par rapport à ce dernier investissement sur Mons, c'est qu'il faut vraiment bien penser au coût d'opportunité. Donc j'ai vraiment racheté de super occasions pour 5 000 euros, et en immobilier, 5 000 euros, c'est rien.
c'est récupéré en quelques mois. Donc si vous voulez avancer vite, ne soyez pas trop gourmand. Ensuite, ce que j'avais envie de dire, c'est que l'immobilier, c'est des challenges à résoudre régulièrement. C'est pas qu'une ligne droite, c'est-à-dire qu'il y a le plan, il y a ce qu'on a envisagé, et puis il y a la réalité du terrain. Parfois, il y a beaucoup d'argent en jeu, parfois on en perd un petit peu, et puis parfois on en gagne beaucoup. Il y a toujours un équilibre qui se forme. Il faut en être conscient et penser à l'objectif. Et alors, je vais terminer par le fait que l'immobilier, en fait, c'est beaucoup de challenges à résoudre. C'est pas une ligne droite, c'est-à-dire qu'il y a le plan, il y a ce qu'on imagine, et il y a toujours des choses qui vont arriver sur le chemin. Il faut toujours pouvoir s'adapter. Il y a de l'argent en jeu, donc ça c'est une évidence. Parfois on va en perdre un petit peu, à d'autres moments on va gagner beaucoup, et finalement ça crée un équilibre. L'idée c'est qu'il faut toujours avoir un objectif et garder son objectif en tête pour pouvoir toujours avancer. C'est-à-dire que moi ces dernières années j'ai appris beaucoup de choses, souvent à mes dépens, mais malgré tout, moi quand j'ai commencé j'avais pas de mentor pour m'éviter les erreurs de débutants. L'avantage ici c'est qu'avec Real Estate Belgium, vous avez la possibilité d'avoir accès à un niveau d'information et de pouvoir aussi bénéficier des erreurs des autres pour ne pas les commettre. Donc ça c'est vraiment cool. Et malgré tout, c'est clair que j'ai eu des challenges, mais je les ai tous surmontés. Et si aujourd'hui je continue à investir malgré tout, c'est que finalement il y a quelque chose de positif dans tout ça et que j'ai vraiment envie d'atteindre mes objectifs de pouvoir voyager en famille comme je le souhaite. Yes, et c'est super important ce que tu viens de résumer ici. Et merci du coup pour le détail. Ça nous montre que, comme on disait en introduction, il y a eu de la persévérance, il y a eu de la patience aussi. Il y a eu aussi une remise en question. À un moment donné, tu t'es dit, bon, j'ai envie de continuer, mais il faut quand même que je fasse les choses différemment. Et pour faire les choses différemment, je dois me former. Et ça, tu as eu la prise de recul nécessaire que pour vraiment en prendre conscience. Et on voit clairement que dans la suite de ton parcours, c'est ça aussi qui a fait que tu as su faire des meilleurs choix, entre guillemets, ou du moins des choix plus avisés de par toute la connaissance que tu avais emmagasinée. Du coup, ça nous amène à une question. Alors, forcément, moi, je connais la réponse, les autres pas. Mais comment est-ce que tu es arrivé, du coup, chez Real Estate in Belgium? Qu'est-ce que tu faisais avant? Voilà, dis-nous un petit peu. Alors, je suis arrivée chez Real Estate in Belgium un petit peu par hasard, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de se former. Et donc, quand j'ai vu Elodie arriver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, évidemment, j'ai commencé à la suivre. Et puis, à l'époque, elle organisait des petites soirées restaurants où finalement, je me suis invitée. Et puis, le feeling est quand même relativement bien passé. Et donc, de fil en aiguille, j'ai proposé d'être bénévole à un événement. Et puis, elle m'a proposé d'être coach en connaissant un petit peu mon parcours derrière. C'est comme ça que je suis devenue coach immobilier à Real Estate in Belgium. Et puis depuis, tu as évolué dans la structure, etc. Ce que l'histoire ne dit pas encore, vous l'avez peut-être compris à gauche, à droite, c'est que du coup, cette collaboration a débouché sur beaucoup d'autres choses, dont notamment une association qu'on a fait toutes les deux, Louise et moi-même, sur 2 autres sociétés qui sont annexes à Real Estate in Belgium et qui sont complémentaires. Donc une société de chasse immobilière, FundMindVest, pour trouver les investissements rentables à votre place, et également Lock Invest, la société de gestion locative qui gère vos biens comme c'était les nôtres. Et donc d'une vidéo YouTube, on a vu tout ce sur quoi ça a pu découler, donc comme quoi la vie nous réserve des bonnes surprises. Ah, ça c'est clair. Mais du coup, avant, qu'est-ce que tu faisais? Alors, donc avant Real Estate in Belgium, qu'est-ce que je faisais? En fait, j'évoluais dans la communication. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans pour une boîte qui faisait la formation dans l'informatique au niveau des demandeurs d'emploi. Et c'était mon premier job. Donc, je suis quelqu'un en général d'assez stable au niveau que ce soit amical ou au niveau de mes jobs. Et donc, c'est vraiment un job qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, mais un petit peu comme tout le monde, à un moment donné, on s'encroute un petit peu dans sa place. Je me suis retrouvée un petit peu dans une prison dorée où j'avais mon CDI, j'avais pas mal d'avantages, j'avais une flexibilité dans les congés, j'avais une flexibilité au niveau de mes horaires, etc. Et puis je me suis rendu compte que au fur et à mesure des années, je m'éteignais. Et je savais qu'il fallait que je change de vie, je savais qu'il fallait que je change d'emploi, mais il était hors de question que je parte vers quelque chose qui au final n'allait pas m'apporter plus que ce que j'avais aujourd'hui. Et comme de nouveau j'avais beaucoup d'avantages dans ce job, j'ai vraiment eu du mal à le quitter. Et du coup, de fil en aiguille, en t'ayant rencontré, tout simplement, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir d'abord un job complémentaire où on n'avait pas l'impression de travailler. Et puis de fil en aiguille, ce job complémentaire est devenu un travail à temps plein. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Je fais de l'immobilier quasi toute la journée. J'accompagne des personnes
voilà, qui ont des rêves et je les aide à les réaliser. Et il n'y a pas plus vivifiant aujourd'hui pour moi de voir le sourire et l'épanouissement des personnes quand elles me disent qu'elles ont une offre, quand elles me disent qu'elles reçoivent leur premier loyer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime aujourd'hui et qui me porte. Quand j'y repense, je ne sais pas comment j'ai fait pour rester aussi longtemps dans un job qui ne me plaisait pas. Parce que maintenant que je suis dans un job qui me passionne et qui m'anime, pour rien au monde, je voudrais faire autre chose.